Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc Alavena et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Que s'est-il passé cette semaine sur votre chaîne? Il y aura du sport, que ce soit au JO, avec la superbe performance des bobeurs et leur 6e place historique. Vous écouterez Rudy Rinaldi et Boris Vian entre déception de n'avoir pas fait mieux et joie d'avoir fait aussi bien. Il y aura la réaction d'anciens bobeurs, mais aussi de Charles Leclerc à l'occasion de la présentation de la F75. Nous parlerons économie, de la place bancaire et financière avec Étienne Franzi et Jean-Luc Alavena. Nous avons reçu cette semaine Stéphane Valéry, le président du Conseil national, Isabelle Béraud-Amadei, ministre des Relations extérieures et de la coopération, ou pour finir Albert Croesi, commissaire général du pavillon de Monaco. Voici votre best-of de la semaine. Oui, un peu, vous m'avez vu un peu déçu après la 4e manche. Bah oui. Je suis content du résultat pour Monaco. Après, je suis déçu pour nous, pour moi. Je voulais me prouver que je pouvais faire 4 manches plutôt solides. Après, ça se jouait dans un mouchoir de poche. Donc, Bien sûr. Donc voilà, on est passé à 2 centièmes du mauvais côté. Bon, ça reste un top 6. Je voulais tout donner, je voulais finir vraiment sur une manche très solide comme j'ai pu faire hier à la 2e et aujourd'hui la 3e. Je voulais le faire pour nous, pour notre équipage, pour Boris, parce que je pense que ce soir c'était sûrement notre dernière course tous les deux. C'est ça. Donc je suis triste pour ça, content pour Monaco, mais triste de finir sur un mauvais run. Il n'y a aucune déception ce soir, il n'y a que de la fierté. Je pense qu'une 6e place aux Jeux Olympiques pour Monaco, c'est incroyable. On est super fiers du chemin qu'on a parcouru ce soir. Ouais, on a bien rêvé et puis c'est vrai que c'est quand même difficile le bob. Alors on a rêvé mais on était quand même derrière eux et c'est surtout très satisfaisant pour tous les vieux bobeurs que nous sommes. Finalement, moi, plutôt ce que je dirais, c'est merci de nous avoir fait vivre et partager ces moments de sport. Je suis tellement content parce que le pays le mérite. Je pense qu'il nous donne des valeurs qui aujourd'hui mettent dans le sport et je suis sûr qu'ils ont inculqué ces valeurs de la même façon au team de Monaco du bobsleigh. Alors mon rêve, ce serait bien sûr d'être champion du monde à la fin de cette année. Après, réalistiquement, on sait très bien d'où on vient. 2020 a été une année très compliquée pour le team. 2021, c'était un petit peu mieux. C'était de mieux en mieux. Et 2022, c'est une réelle opportunité parce qu'encore une fois, avec tout ce changement de règlement, on part un petit peu d'une feuille blanche. Et donc, du coup, c'est l'opportunité pour nous de repasser aux avant-gardes en Formule 1. Donc, j'espère que ce sera le cas et que le travail paiera. Mais bon, il reste à prouver tout ça. Donc oui, l'objectif, c'est clairement de pouvoir se rebattre pour des victoires en 2022. Le meilleur souvenir, je dirais le podium à Silverstone était un très bon souvenir. Après, la pole à Monaco était un super bon souvenir. Mais bon, vu ce qui s'est passé le dimanche, c'est vrai que ça me fait oublier un petit peu le samedi. Ah, c'est sûr que c'est compliqué, hein, surtout à la maison. Encore une fois, à Monaco, c'est un circuit tellement mythique pour nous les pilotes de réussir à faire ce tour parfait. Enfin, un tour est jamais parfait, mais en tout cas le plus proche de ce qu'on estime le tour parfait. Et ensuite de se retrouver sur la grille le dimanche et de pas pouvoir faire la course, c'est compliqué. Mais bon, après, ça fait partie du sport auto. Depuis que je suis petit, je suis dans ce sport. Je sais que ces choses-là peuvent arriver. Et voilà, faut passer outre. On essaie de penser à autre chose. Vous savez, souvent, on voit les sportifs. On a une vie de rêve, c'est vrai, mais après, derrière, il y a aussi beaucoup de travail. Et ça, je le vois avec Hugo, et il donne absolument tout pour réussir. Et donc, c'est beau de le voir réussir. Pour mon petit frère, pareil, je suis tellement heureux. Il n'a pas eu exactement la même chance que moi d'avoir une carrière continue. On a dû arrêter pour des raisons financières à un certain moment de sa carrière. Il a repris, et pour l'instant, ça marche super bien pour lui. Il est dans la grande famille de Ferrari aussi, en faisant partie de la Ferrari Drivers Academy. Et je lui souhaite tout le meilleur. Normalement, ce week-end, ce sera son dernier week-end de course pour le championnat Asie de la Formule 3. Et si tout se passe bien, il est bien parti pour gagner. Donc voilà, je croise les doigts et j'espère qu'il réussira à conclure ce week-end. Les deux grands sujets de l'année 2021, ce sont deux dossiers qui ont connu des avancées que j'espère définitives. D'une part, c'est le projet de loi DDOEJ. DDOEJ, ça signifie projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et juridique. Et le deuxième, c'est la certification conformité. Il s'agit de la création d'un nouvel examen
que tout collaborateur de la place devra avoir réussi s'il veut exercer des activités dans ce domaine de la lutte contre le blanchiment, ce qui garantira un socle solide de connaissances. 2021 est une bonne année. Ça va être dans le prolongement de 2020. Les résultats sont, je dirais, on n'a pas encore les chiffres définitifs concernant les résultats, si vous voulez, du compte d'exploitation, mais en ce qui concerne le montant des ressources, elles ont connu une forte progression. Ça va peut-être même trop bien. Oui. Effectivement, il y a un effet qui est lié au taux d'intérêt. Les taux d'intérêt en Europe ou aux États-Unis sont soit négatifs, soit redeviennent légèrement positifs. Tous les capitaux et la liquidité énorme qui existent dans le monde doivent trouver un moyen de se placer. Ça part dans les marchés d'actions, certains marchés obligataires aussi, et ça pousse les marchés vers le haut, alors que l'économie, à certains endroits, a peut-être d'autres difficultés. Tout s'est libéré, et ces deux mondes se sont progressivement un peu éloignés. Ils peuvent en être le reflet selon les périodes, mais les marchés financiers aujourd'hui évoluent différemment, parce qu'ils sont le fruit d'une sophistication et de produits qui voient des échanges qui ne sont pas directement liés à l'économie. Je crois qu'il faut vraiment regarder cas par cas. Il faut aider certains segments de l'économie, il faut laisser les autres redémarrer, et puis il faut surtout espérer que si la crise Covid s'éloigne un peu, chacun pourra reprendre sa place normale au lieu des 2 dernières années où il a fallu artificiellement soutenir un certain nombre de secteurs de l'économie. Je connais bien évidemment cette bande dessinée. Mon surnom quand j'étais enfant, compte tenu de mon prénom, était Lucky Luke. Je ne pense pas, et surtout il faut enlever cette image-là. Il faut enlever l'image du monde financier qui serait comme un croque-mort. Vous savez que les activités d'Atlantis, ma société que je préside, sont notamment de conseiller des grands fonds d'investissement, et en particulier Apollo. Ce sera public lundi, une opération nouvelle sera annoncée. Nous rachetons des entreprises pour les développer, pour investir, pour amener du capital qu'on ne peut pas trouver facilement sur les marchés. Mais ce monde financier, effectivement, avec ses exagérations, c'est quelquefois tailler une image qui ne correspond pas aux effets réels qu'il a dans l'économie. Si vous regardez les opérations que j'ai pu réaliser dans les dernières années, le sauvetage d'un groupe comme Vallourec, les tubes qui permettent d'aller forer du pétrole, le groupe Latécoère, dont on a vu il y a un siècle des hydravions ici et qui fabrique les portes d'avion, ou encore une branche de Lafarge ou une branche de Saint-Gobain, Veralia. Dans tous ces groupes-là, des fonds d'investissement comme le nôtre ont investi. Ils ont créé des emplois, ils ont rénové l'outil industriel, ils ont donné une valeur plus grande à l'entreprise. Donc il y a un monde financier qui est vertueux, c'est notamment celui des grands fonds d'investissement. On ne peut jamais garantir que tout le monde fait 100% bien son travail et selon les règles, mais c'est quand même une très très forte proportion. Et puis il y a effectivement ce monde un peu spéculatif, et c'est celui qui fait peur. C'est celui qui fait peut-être penser à certains que d'autres s'enrichissent sur leur dos. Moi j'irais au-delà de la crise en Ukraine, c'est que d'une manière générale, nous sommes dans un monde qui n'a jamais eu autant de zones de conflit. Donc c'est l'ensemble des crises, y compris au Proche ou au Moyen-Orient, qui aujourd'hui crée cette instabilité. La moindre crise supplémentaire vient ajouter à cette fébrilité. On peut espérer que les pays qui vont à nouveau pour le G7 se réunir demain à Munich trouvent des solutions de stabilité. Mais on comprend très bien aussi quel est le projet du président Poutine depuis un certain nombre d'années. Je crois d'abord très, très sincèrement que le gouvernement et le Conseil national ont le même objectif. Nous souhaitons ensemble, sous l'autorité de notre prince, trouver le meilleur équilibre entre la protection nécessaire de la santé de la population par rapport à ce virus, mais aussi la qualité de vie, mais aussi le support de notre économie, donc l'activité économique que nous devons bien sûr prendre en compte. Parfois, c'est vrai, il peut y avoir des nuances de bonne foi, je dirais, entre nous. C'est-à-dire que nous pensons que le curseur, parfois, est trop vers la prudence et pas suffisamment vers l'assouplissement. Nous pensons qu'il faut supprimer l'obligation du télétravail. C'est un vrai frein à notre économie. Il ne faut pas, effectivement, que par prudence excessive, Monaco prenne du retard, que nous ayons un désavantage concurrentiel pour notre économie ou que nous ayons une qualité de vie moindre, alors que rien ne le justifierait sur le plan épidémiologique. On est bien d'accord, c'est la prochaine étape. Oui, nous souhaitons la suppression du port du masque en extérieur. Je crois que c'est important. Et nous souhaitons des mesures d'éviction beaucoup plus souples qu'aujourd'hui, car elles perturbent profondément, ces évictions, la vie des familles et par ricochet la vie des entreprises, puisque les parents travaillent, et la vie des administrations. Que vous demandent les Monégasques quand ils vous rencontrent, ne serait-ce que sur la place du marché ?
Mais écoutez, il n'y a pas d'avis unanime sur ces questions qui sont très clivantes. Mais je crois qu'il y a une lassitude vis-à-vis des mesures, des contraintes subies par la crise. Il y a une volonté de tous d'aller le plus vite possible vers un retour à la vie d'avant le virus, à la vie d'avant, la vie normale. Nous sommes amenés à prendre des positions, souvent en accord sur l'essentiel, parfois avec des nuances, mais notre but commun des deux côtés, c'est l'intérêt général, c'est le bien de notre pays et de sa population. Donc je sais que le gouvernement, quand il ne va pas assez vite, à notre avis, le fait de bonne foi. En conclusion, on va dans le bon sens. On va dans le bon sens. Le contact en diplomatie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on se rencontre, quand on se parle, quand on est autour d'une table. Je dirais c'est l'élément essentiel de la diplomatie, se parler, se voir, se dire les choses en face à face. Je crois que c'est la première fois qu'il y a 2 conseillers de gouvernement femmes au gouvernement. Je m'en réjouis, je dois dire. Et je m'en réjouis d'autant que je préside le comité des droits de la femme en principauté. Donc je trouve que c'est un excellent signe et que les choses vont dans le bon sens. Bon, je dois dire que s'agissant de la diplomatie, elle est fortement représentée par des ambassadeurs féminins. Donc voilà, mon département n'a pas du tout à rougir quant à la présence des femmes à Monaco, en tout cas dans la diplomatie. On est dans le pourcentage espéré. Voilà, plus qu'un visitorat total, nous fixons le visitorat de l'expo et nous essayons, enfin nous espérons, parce qu'en fait on ne peut pas faire grand-chose, on ouvre les portes et puis on attend qu'ils viennent. Et nous sommes aujourd'hui à 4,5-5%, donc un pourcentage important pour un petit pays comme Monaco, mais ce qui représente quand même quasiment 500 000 entrées à ce jour. Ça n'a d'intérêt que si nous nous donnons la peine de nous déplacer, d'aller à la rencontre de nos hôtes pour qu'ils nous découvrent tel qu'on est et non pas tel qu'ils nous pensent. Là, je pense que sur cette expo, sur les 4 mois et demi qui viennent de passer, il y a quand même eu la signature d'un accord d'ETA par monsieur le conseiller de gouvernement, monsieur Jean Castellini. Il y a eu un jumelage avec des écoles de Dubaï. Les 2 éducations nationales sont désormais en rapport, il va y avoir des échanges. Tout dernièrement, le secrétaire d'État à la Justice est venu pour signer un projet d'entente d'échange d'informations judiciaires, chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Monsieur Didier Gamerlinger, le conseiller de gouvernement pour la santé et les affaires sociales, a également signé un accord avec l'Institut de Health Dubai Authority. Donc voilà, dans ce sens-là, on peut dire oui, on a investi de l'argent, Monaco est présent, Monaco se découvre, et Monaco a été dans une partie du monde où nous n'allions pas forcément. L'exposition universelle qui fermera ses portes le 31 mars. Qu'est-ce qui vous a fait rire ou attendri sur les réseaux sociaux? Voici un medley préparé par Christophe Marangoni. C'est tout petit, mais ça veut faire la loi. On se quitte avec les plus belles photos prises par nos spécialistes de l'image. Ils sont pour vous sur le pont presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Manuel Vitali, Michael Alési et Stéphane Dana. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Décidément, on ne se quitte plus. On se retrouve lundi à 19 h pour une nouvelle édition. Très bonne soirée à tous.